Hello, bienvenue dans ce nouveau JT DTP. Oui, j'ai les cheveux qui volent puisque j'ai le ventilateur. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il fait extrêmement chaud déjà au mois de juin. J'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous êtes déjà en vacances. Ça sort tout début juillet, donc peut-être que vous allez commencer déjà vos vacances. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. En tout cas, moi j'ai le ventilateur parce que vraiment sinon ça va être très dur de survivre à cette vidéo. Il n'y a pas eu d'édition au mois de mai puisque j'étais sur un gros mois, honnêtement. J'ai tourné d'autres choses qui sortiront un petit peu plus tard. L'envers du décor du lancement de Amour de voyage. Je vous remets le lien dans la description. Amour de voyage, c'est le dernier programme de formation que j'ai sorti sur la thématique du voyage à deux, voyage de couple et voyage de noces. Donc je vous mets ça dans la description. Et en avril, j'étais en Corée, donc il n'y a pas eu non plus de JT. Voilà, ceci explique cela. Donc on remet ça à partir du mois de juin. Je verrai s'il y en a cet été, puisque la plupart des gens ne sont pas forcément hyper présents en été, mais on verra. J'ai choisi 4 articles très différents pour ce JT. Alors pourquoi pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. C'est des thématiques, donc il y a remboursement de vol annulé, recrutement dans le tourisme, loi sur les agences de voyage, et le dernier, c'est sur le bouche à oreille dans le voyage. Rien à voir, ce sont des articles que j'ai trouvé hyper intéressants. Il y avait beaucoup de choses, vous n'êtes pas sans savoir que les grands, on va dire, éditoriaux dans le tourisme reprennent aussi les mêmes articles, donc je vois pas l'intérêt de vous partager un article qui parle 4 fois de la même chose sur 4 journaux différents. Donc voilà, je vous mettrai les liens des articles en description. Je vous ajouterai également certains liens, puisque sur certains articles, je trouve qu'il faut des liens complémentaires pour bien comprendre le schmilblick, sinon c'est pas très parlant. Donc on va commencer tout de suite. Alors, dans ce premier article, de quoi est-ce qu'on va parler? Eh bien, écoutez, on va parler de vols remboursés, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça, c'est surtout pour les clients, mais je voulais vous en parler parce que je trouve ça hyper important. Suite à une réglementation qui est passée, ce sont les vols annulés par eDreams, Odigeo, eTraveli et Kiwi. Vous verrez un petit peu plus loin dans l'article. En fait, c'est un regroupement de beaucoup de sites internet qui s'engage à rembourser sous 14 jours. Alors écoutez, c'est pas piqué des hannetons cette nouvelle news, parce que les remboursements dans les compagnies, chez les compagnies aériennes et les notamment comparateurs de prix, etc., on sait que ça a pris parfois 4 plombes. Donc aujourd'hui, ils s'engagent à 14 jours, et en fait c'est 7 plus 7. En fait, la Commission européenne fait son travail en tant que protectrice des droits et des besoins aussi des ressortissants de l'Union européenne, et comme on est un pays membre de l'Union, on doit se conformer aux directives qui sont émises par l'Union européenne. Donc c'est aussi grâce à l'Union européenne qu'est arrivée cette nouvelle directive. L'année dernière, déjà, il y avait 16 compagnies, et si vous cliquez sur le lien qui est précisé ici, et encore sur un autre lien, bon ça fait un peu loin, mais voilà, vous aurez la liste des compagnies qui effectuent déjà des remboursements sous 7 jours. Alors, petite surprise, dans ces compagnies-là, il y a EasyJet. Je sais pas ce qu'il en est, moi personnellement j'ai jamais constaté de remboursement sous 7 jours. Mais écoutez, peut-être que depuis l'année dernière ça a évolué. Et aujourd'hui, parce que ça ce sont auprès des compagnies, aujourd'hui l'Union européenne s'est rapprochée des agences de voyage en ligne qui vendent des billets d'avion, ce qu'on appelle des OTA. Alors eux ils ont mis les grandes agences de voyage en ligne européennes qui s'engagent à mieux informer les consommateurs. Alors il y a plusieurs volets. La première chose, c'est effectivement tout ce qui est remboursement. Et là, alors c'est précisé donc ici, en cas de vol annulé, elle transfère les remboursements de la compagnie aérienne aux consommateurs dans un délai de 7 jours, à compter du jour où l'agence en ligne reçoit le remboursement de la compagnie aérienne. Petite pause ici, en gros, c'est là où ça risque malgré tout d'être long, c'est que quand, par exemple, eDreams, donc eDreams c'est Opodo, GoVoyage, Travellink, Liligo, pour vous donner quelques exemples, si la plateforme accuse réception le 10 juillet, par exemple, d'un remboursement, dans les 7 jours qui suivent, elle doit faire le remboursement au client. Il y a un délai de 7 jours, donc jusqu'au 17. C'est pas précisé jour ouvré ou pas, on va dire jusqu'au 17. Le seul truc, c'est que, effectivement, il va y avoir la balance entre la plateforme, on s'en fout, on prend Liligo pour l'exemple, et la compagnie aérienne. On n'a pas reçu le remboursement, si on a reçu, on n'a pas reçu, on a donné, on n'a pas donné. Ça, malheureusement, le consommateur, il ne pourra pas vérifier à quel moment, réellement, le remboursement a été effectué. Mais logiquement, comme une partie des compagnies, alors c'est pas la majorité, mais s'engage à faire des remboursements sous 7 jours, dans le meilleur des mondes et le meilleur des cas, ça devrait durer 14 jours. 7 jours entre le temps que la compagnie annule le vol et rembourse la plateforme en ligne, et de nouveau 7 jours entre le temps où la plateforme en ligne reçoit le remboursement et rembourse le client. Ça doit commencer à partir du 30 juin. Au plus tard. Au plus tard, ça commence le 30 juin. Écoutez, on attend de voir. Autre chose, et ça c'est sur la clarté, et ça je pense que ça mérite vraiment, et j'espère que ça va être fait parce que pour les clients c'est un enfer, c'est que le numéro de téléphone et l'adresse email
Parce que aller chercher une adresse email d'un service client d'un opérateur comme Liligo ou autre, c'est... Voilà. Les agences s'engagent à le fournir, alors, soit via des sections d'assistance, soit dans les Contactez-nous de leur site web. Ça va être obligatoire. On attend de voir, mais j'espère que ça sera le cas, parce que pour la clarté client, vraiment, ça va être quand même vachement mieux. Ils vont être obligés d'informer les clients sur les avantages spécifiques liés aux différents services de voyage proposés par les agences en ligne, ce qui veut dire, alors ça veut tout dire et rien dire parce qu'on ne sait pas de quels avantages on parle, on ne sait pas de quel forfait de service on parle non plus. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont, par exemple, développer un espace pour l'empreinte carbone ? Ou est-ce que ça veut dire que les conditions de remboursement, d'annulation seront plus claires ? Est-ce qu'ils vont préciser dans quel cas ils remboursent ou pas les billets ? Si oui, qu'est-ce qu'ils remboursent ? Honnêtement, c'est pas précis. On sait pas très bien. Les consommateurs seront clairement informés de leurs droits statutaires, en vertu du règlement sur le droit des passagers aériens, concernant le réacheminement ou le remboursement, dans les cas où la compagnie aérienne annule tous les vols. Ils seront également clairement informés si le vol a été annulé. Alors, je sais pas vous, en lisant ça, moi je me dis, ça veut dire quoi qu'à l'heure actuelle, ils sont pas clairement informés si le vol est annulé ? Ça me semble ubuesque, mais écoutez peut-être, je sais pas. Mais du coup, ce qui veut dire quand même encore plus de clarté pour le client et encore plus de clarté sur ses droits. Si le vol est annulé, pour quelle cause, qu'est-ce qu'il a le droit de faire, est-ce que ça va être un bon voyage, est-ce que ça va être un remboursement, sous combien de temps, sous quel format, etc., etc. Logiquement, c'est tout ça qui devrait apparaître. Dernière chose, c'est les consommateurs seront clairement informés des conséquences que des services spécifiques proposés par des intermédiaires aériens peuvent avoir sur leurs droits en cas de perturbation de vol. Donc jusque-là, ça ne voulait rien dire. On va lire l'exemple. Par exemple, que les coordonnées n'aient pas été transférées aux compagnies aériennes ou lorsqu'un seul trajet d'un voyage est annulé. La deuxième étape peut encore être payée s'il n'y a pas d'interconnexion entre les vols constituant le voyage. Que les informations n'aient pas été communiquées à la compagnie, c'est soit le client qui ne les a pas données, mais logiquement pour émettre des billets, les informations, on en a besoin. Donc pour valider des billets d'avion, c'est pour ça que je dis émettre, parce qu'en trafic aérien, on dit émettre des billets d'avion, il y a des informations qui sont nécessaires. Puisque les compagnies ont des systèmes qui font des relances. Pour les numéros de passeport, pour les dates de naissance, pour les noms, enfin bref. C'est quand même assez... C'est dur de... Moi, j'ai du mal à me projeter sur cette partie-là, parce que, à mon sens, ces infos, de toute façon, sont nécessaires. Donc, soit c'est quand il y a un raté, par exemple, je sais pas, il y a une erreur sur le nom, le client s'en rend compte, par exemple, il s'appelle Dupont avec un T et pas avec un D, et il le signifie et c'est pas signifié à la compagnie. Est-ce que c'est dans ce cas-là, effectivement, si l'info est pas passée ? Lorsqu'un seul trajet d'un voyage est annulé, la deuxième étape peut encore être payée s'il n'y a pas d'interconnexion entre les vols constituant le voyage. Là, encore une fois, ça voudrait dire vous ratez votre premier segment de vol, par exemple un Paris-Amsterdam et ensuite un Amsterdam-Los Angeles, mais vous arrivez à aller à Amsterdam et vous prenez le vol suivant. Logiquement, si c'est une connexion, si c'est sur la même compagnie, ça marche pas, on vous annule les deux vols. Bon. Honnêtement, là, je vous apporte pas beaucoup de précision, mais je trouve que cette partie n'est pas très claire. Ça devrait entrer en vigueur le 30 juin. Alors écoutez, on espère que ça va être le cas. Je sais pas réellement ce que ça va donner, ça serait intéressant de regarder sur les plateformes comment c'est matérialisé, etc. Je pense que surtout sur les remboursements, c'est ce sur quoi ils vont beaucoup communiquer parce que les clients se plaignent énormément. Il n'y a pas de remboursements qui sont faits ou alors ça prend des mois. On va voir. Je trouve que c'est quand même, pour les clients, c'est quand même une belle avancée d'avoir justement cette possibilité d'être mieux informés. C'est ce que les clients reprochent en fait beaucoup aux acteurs du tourisme, c'est de ne pas être assez bien informés, de pas assez bien comprendre ce qui se passe, de pas assez bien connaître leurs droits. Donc je pense que c'est bien, effectivement, de leur donner plus d'infos. Après, dans les faits, comment ça va se passer ? Est-ce que vraiment, il y aura que 14 jours ? Moi, j'en doute un petit peu, mais écoutez, on verra ça quand ça se présentera. Nous allons parler du recrutement dans le tourisme. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, du coup, je vous fais un petit brief. À l'heure actuelle, recruter dans le tourisme, c'est très compliqué. Dans le tourisme classique, agence de voyage, tour opérateur, c'est très compliqué. Pour plein de raisons différentes, mais la principale, c'est que c'est très mal payé, qu'il y a beaucoup de responsabilités et que, honnêtement, en termes d'avantages sociaux et de management, le tourisme, c'est pas un des domaines les plus avancés là-dessus. Donc, il y a de moins en moins de gens qui veulent travailler dans des agences ou dans des tours opérateurs parce que par exemple, il n'y a pas de télétravail dans beaucoup d'entreprises, il n'y a pas trop de télétravail possible. Et en même temps, quand vous êtes sur un call center, ça reste assez compliqué de faire du télétravail. C'est des métiers qui sont très mal payés, donc très peu reconnus aussi. Donc, c'est compliqué. La chronique est faite par quelqu'un qui est spécialisé dans le recrutement. C'est un petit peu orienté aussi, mais bon, peu importe, même si c'est... à la fin, il y a une présentation de ce qu'il fait, c'est lui qui a signé l'article. Bon, c'est un petit peu de promo peut-être pour son entreprise aussi, mais honnêtement, le fond de l'article est très intéressant, parce qu'il parle de recruter des candidats sans expérience en agence de voyage. Et il explique que ça marche. Alors,
Moi, honnêtement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, enfin, merci, ça y est, ils ont compris. Le BTS n'est pas le seul sésame à avoir en fait, vous pouvez avoir un BTS et être nul comme agent de voyage, comme vous pouvez ne pas en avoir et être très bon. En fait, il n'y a pas de vérité. Donc, je me suis dit, c'est génial, ça y est, ça veut dire que c'est en marche chez les opérateurs classiques. Bon, c'est pas tout à fait ça, en fait, la teneur de l'article, parce que le seul exemple qui a été donné, c'est une agence qui est basée au UK, donc en Angleterre. Il n'y a aucun exemple d'agence française ou de tour opérateur français. Ce que je trouve fort dommage, mais c'est peut-être parce qu'il n'y en a pas. Bref. Il est précisé, traditionnellement, les agences de voyage privilégient l'embauche de candidats ayant déjà travaillé dans le secteur du tourisme. Alors, je ne leur jette pas totalement la pierre parce que, vous le savez peut-être, j'ai été agent de voyage, j'ai un BTS tourisme, et il y a des choses qui sont complexes dans le monde du voyage. Quand vous arrivez sur un poste, encore plus aujourd'hui, on attend que vous soyez opérationnel. Et il y a des choses qui sont très longues à expliquer, notamment le logiciel Amadeus qui permet de faire des billets d'avion, donc réserver, faire des recherches, émettre des billets d'avion, les modifier. C'est un logiciel qui demande énormément de pratique pour le prendre en main. Aujourd'hui, dans les BTS, il est appris d'une façon différente où moi je l'ai apprise, mais c'est quelque chose qu'on fait sur les 2 années de BTS. Parce que c'est un outil qui est complexe, c'est un outil qui pardonne pas beaucoup les erreurs parce que y a de l'argent derrière, vous émettez des billets d'avion. Donc, sur ça, je peux comprendre que pour une agence qui émet des billets d'avion, qui a donc une licence Amadeus, elle ne souhaite pas prendre de candidats qu'il faut former sur ce sujet-là parce que c'est un outil très complexe. Ça, je peux l'entendre. Mais il y a aussi une partie sur la partie vente. Et en fait, c'est un petit peu ça aussi, en fait, c'est surtout ça, le fond de l'article. Il parle de l'expérience préalable qui est souvent considérée comme un gage de compétence. Ce qui est pas faux. Quand vous arrivez, moi je me rappelle très bien être arrivé après mes 2 années de BTS, honnêtement, le terrain, c'est pas ce qu'on apprend à l'école. Hein. Même si on vous apprend la technique, être face à des clients, c'est jamais la même chose que être face à vos potes de BTS et de faire des simulations clients. Donc, dans tous les cas, effectivement, quand on arrive, même avec un BTS, l'expérience terrain, on l'a pas forcément beaucoup. Surtout quand, dans les stages qu'on vous fait faire, vous n'êtes pas au contact des clients. Moi, j'ai eu la chance de faire des stages et avoir des maîtres de stage qui étaient toujours hyper pédagogues et qui voulaient que je sois au contact des clients. Donc, j'ai eu la chance de très vite commercialiser des voyages, faire des entretiens, c'était génial, ça m'a beaucoup appris. Mais j'ai eu des copains qui étaient en BTS qui, eux, avaient des stages où ils rangeaient des brochures et des réserves. Donc voilà, c'était pas passionnant. Il y a quelque chose qui est soulevé que moi je trouve intéressant, je suis assez d'accord, ça va peut-être faire grincer des dents, je pense. Il n'y a pas eu de commentaires sur cet article, je trouve ça assez étonnant. Parce que donc la personne qui est interviewée à ce sujet-là, donc il s'appelle David Essen, et il est fondateur de Lux Rally Travel. Je vous ai mis le lien si vous voulez aller voir le site. Et il parlait aussi des mauvaises habitudes adoptées et acquises au fil des années, qui effectivement peuvent entraver l'efficacité et la productivité. Je suis assez d'accord, et ça dans tous les métiers. Au plus on a d'automatisme, au moins on se remet en question, au plus on a l'impression de savoir. Moi j'ai travaillé avec des agents de voyage qui disaient non mais avant on faisait comme ça, avant c'était mieux, et qui se remettaient pas du tout en question. Il y a certainement aussi des mauvaises pratiques, et c'est compliqué en fait quand vous arrivez et que vous avez de l'expérience de vous faire changer vos habitudes, même ne serait-ce que changer d'outils. Changer de partenaires commerciaux. Quand vous avez travaillé pendant, je sais pas, même 3 ans avec les mêmes, sans que ça soit 10 ou 20 ans, c'est compliqué de changer vos habitudes. Le fameux David Essen, lui n'embauche que des gens qui n'ont pas d'expérience. Alors, il y a aussi, je pense, c'est un type d'agence un petit peu nouvelle génération, entre guillemets, un petit peu plus moderne. Je sais pas si vous le savez, mais au UK, donc en Grande-Bretagne, en Angleterre, vous n'avez pas les mêmes besoins pour être agent de voyage qu'en France. Donc en gros, ce sont beaucoup plus des gens basés sur du freelancing qui sont ralliés à une marque et qui du coup touchent des commissions. On n'est pas très loin du travel planner. Hein. On est beaucoup plus près du travel planner d'ailleurs que de l'agent de voyage, en toute honnêteté. Pourquoi prendre des gens qui n'ont pas d'expérience ? Parce que, pour les former à la culture d'entreprise, c'est beaucoup plus simple. Quand y a des gens qui n'ont pas d'expérience dans le tourisme, vous pouvez leur donner une culture d'entreprise beaucoup plus forte. Et 2, pour les faire rentrer dans vos façons de faire, c'est beaucoup plus simple aussi, puisqu'ils partent de zéro. Donc c'est un avantage. Après, ça demande beaucoup de formation. Et c'est là où je trouve ça intéressant. Bon, ils parlent de la valeur, etc. Bon, ils parlent de la rémunération. Bon, chez eux, bien sûr, on gagne très bien sa vie, etc. Bon, c'est pas ce qui nous intéresse, nous. Ce qui est intéressant, c'est ils n'embauchent que des candidats sans expérience préalable en agence de voyage. Toutes ces recrues reçoivent 12 à 16 heures de formation en ligne. Elles peuvent apprendre à leur rythme et revenir en arrière si nécessaire. Il a compris que s'il voulait obtenir des résultats différents, il devait faire les choses autrement.
C'est une phrase qui m'a fait tellement plaisir à lire, j'aimerais tellement que les acteurs classiques le lisent. Moi j'ai connu 2 grandes maisons du voyage et je le dis souvent, je trouve qu'il y a besoin de se réinventer dans le voyage. Le management est très souvent toxique et très souvent poussé vers la réussite et vers le toujours plus, sans écouter le bien-être des salariés. En tout cas moi là où j'ai travaillé, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis partie. Et je pense que quand on manage pas bien, forcément on recrute mal aussi, on recrute pas. Parenthèse fermée. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'ils proposent de la formation en ligne, et ça c'est génial. C'est novateur, hein. Honnêtement dans le voyage ça n'existe pas. Moi j'ai jamais fait de formation en ligne à part des programmes d'office de tourisme, mais c'est pas de la formation en ligne, c'est des vidéos sur les destinations mises en ligne, c'est pas la même chose. Donc lui il propose de la formation en ligne. Et du coup il explique aussi la moyenne d'âge de ces agents c'est 29 ans, alors que aux États-Unis 70% des agents de voyage américains ont plus de 55 ans. Alors c'est une étude de 2013, hein, ça fait 10 ans. Ça a dû changer, je pense. Donc il est peut-être aux États-Unis, monsieur David Essen, mais j'ai un doute, je pense qu'il est plutôt au UK. Du coup, il rajeunit aussi forcément sa cible en recrutement, et donc du coup, sa cible, ses collaborateurs. Petite phrase qui m'a encore fait plaisir, il est peut-être temps pour les agences de voyage d'embrasser ce nouveau modèle de recrutement. L'embauche de candidats sans expérience préalable en agence de voyage peut présenter des défis, mais elle offre également des opportunités uniques d'innovation et de renouvellement. Moi, je trouve effectivement, donc à la fin, il y a le petit encart sur le monsieur qui a fait l'article qui est spécialisé dans la communication RH. Mais bref, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est ça, c'est qu'enfin, on en arrive à se dire que il faut peut-être changer les façons de recruter, il faut peut-être arrêter de rester bloqué sur les expériences et sur les diplômes, parce qu'aujourd'hui, on le sait, c'est plus un gage de qualité. Dans plein de domaines, vous prenez des gens qui ont des diplômes, malgré tout, ils sont pas forcément formés ou ils sont pas forcément pertinents, donc c'est plus forcément le gage ultime de qualité. Donc je trouve ça intéressant comme article. J'espère que ça va donner des idées et des vocations à d'autres et surtout à des grands opérateurs français, parce que je pense que c'est important. Après, moi, je reste aussi entre les deux. Ne pas avoir de formation du tout dans le tourisme, ça me semble compliqué d'intégrer ce milieu-là sans formation. C'est un domaine qui est très particulier, il y a énormément d'acteurs qui font énormément de choses les uns et les autres, les uns avec les autres. Moi, ça me semble quand même assez compliqué, mais s'il y a de la formation en ligne derrière qui est proposée, ou s'ils permettent aux gens de valider et de mettre en valeur d'autres formations qu'ils ont eues, comme des formations de trollplanner par exemple, ça pourrait être très cool. Donc voilà, je trouve que c'est une belle avancée, et peut-être que ça sera une des solutions pour le recrutement, parce que, je vous le disais au début, mais c'est très compliqué aujourd'hui de recruter en agence. Alors, on va parler, pour ce 3e article, la loi Novelli, je pense pas que vous la connaissiez, moi je la connais, mais par la force des choses. C'est la loi sur l'immatriculation. Alors, c'est pas récent, mais en fait, donc Tourmag fête ses 25 ans, et ils ont ressorti en fait des articles, et du coup ils ont sorti une série sur les événements marquants. Et une partie de cette série, un article de cette série, c'était sur la loi Novelli. La loi Novelli, c'est quoi ? C'est une loi qui est pas si vieille, elle a à peine 10 ans, et c'est un petit peu plus, elle a 13 ans. C'est une loi qui, en gros, a mis en place l'immatriculation des agences pour remplacer la licence. C'est ce qui existait avant. Là, vous dites de quoi parle-t-on ? Je vais pas tout vous lire, l'article est long, mais en fait, je trouve ça intéressant que vous sachiez d'où ça vient, parce que vous êtes confronté aux agences de voyage, vous êtes peut-être confronté à des agents un petit peu virulents qui, et on les comprend parce que quand vous allez voir l'article, ils ont des grosses responsabilités qui, moi, je trouve, sont beaucoup trop grosses pour le métier qu'ils font. Je le vivais quand j'étais agent, c'est beaucoup trop important. Et surtout, alors je vous le donne maintenant, petite info, la France est le seul pays de l'Union européenne à avoir ce qu'on appelle une responsabilité de plein droit. C'est-à-dire que tout ce qui est acheté par une agence, l'agence en est responsable. Par exemple, vous avez un client qui part en Sicile, en Sardaigne, n'importe où. Quand vous êtes agent de voyage, que vous lui vendez le voyage, s'il se blesse à destination, il se retourne contre vous. Vous allez me dire, ça n'a aucun sens. C'est ce qu'on appelle la responsabilité de plein droit. Ils ont le droit de le faire. Et ils le font. Ça arrive assez souvent qu'ils le fassent. Donc soit c'est un jeu d'assurance, soit ça va plus loin et l'agence doit dédommager le client. Parce que très souvent, le client obtient gain de cause et obtient des dédommagements financiers. Les voyageurs en France sont très bien couverts par ça. Un peu trop, quand même, parce que quand vous vous blessez à destination, c'est pas normal, à mon sens, et au sens de beaucoup d'agents de voyage, ce n'est pas normal que ce soit l'agence qui soit mise en cause. Parce que le client glisse au bord de la piscine, c'est pas parce que l'agence a conseillé cet hôtel-là que c'est sa faute à lui. Je pense que là, à un moment aussi, il faut raison garder. Bref, du coup, en 2009, Hervé Novelli, qui était à ce moment-là, donc... secrétaire d'État, pardon. Oui, on sait jamais. Des fois, il y a des ministres, des secrétaires d'État, on sait jamais trop. Secrétaire d'État au tourisme a fait passer une nouvelle loi qui, du coup, remplace
la licence, puisqu'avant il fallait une licence pour vendre des voyages, et ça a été remplacé par l'immatriculation. Ça a été aussi remplacé parce qu'au niveau européen, il y avait des directives qui avaient été faites, et surtout pour faciliter la libre circulation. C'est un des principes de l'Europe, et la France, en fait, avec sa licence, n'était pas, on va dire, raccord avec le droit européen. C'est précisé ici, en concordance avec le droit européen. L'annonce de la disparition de cette licence crée quelques remous dans le secteur de la distribution. Vous vous doutez bien, c'est comme tout, quand on change les habitudes des gens, et surtout, sur ce genre de choses, changer des dossiers de validation d'entreprise, parce que sans ça, vous n'êtes pas agent de voyage, c'est quand même un peu... Voilà, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. Effectivement, le but, c'est protéger le consommateur, ça demande une profession réglementée. Préciser que la licence était un rempart sur le paracommercialisme, je vous fais pas un dessin, mais... pour beaucoup d'agents de voyage, le travel planner, c'est du paracommercialisme. Ce n'est pas le cas. Bref, c'est pas le sujet. Elle ne protège pas des distorsions de concurrence. Elle couperait l'accès au métier d'agent de voyage pour la licence. Et effectivement, c'était le cas. Il n'y a que 12 pays dans l'Europe qui ont une obligation formelle de licence. C'est pas le cas partout. Et les autres, en gros, c'est des agents de voyage, mais comme ça, quoi. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. C'est pour ça que est arrivée cette fameuse immatriculation. Alors, si vous voyez écrit SNAV dans l'article, c'est ce qui est maintenant les EDV. Certains d'entre vous les connaissent, malheureusement. Enfin, malheureusement, pas pour des bonnes choses. Il y a des choses qui sont restées. La garantie financière, vous êtes plutôt au courant. La responsabilité civile, vous êtes au courant. L'aptitude professionnelle, ça a été conservé. Par contre, ça a été extrêmement allégé. Et moi, je le vois aujourd'hui. Il y a des agences qui se lancent qui, l'aptitude professionnelle, ils l'ont pas forcément. Par contre, ils ont juste les moyens financiers d'avoir une licence et une garantie. Et du coup, on leur octroie des immatriculations d'agence. Ce qui, moi, me semble extrêmement dangereux puisque quand on ne sait pas où on met les pieds, c'est quand même compliqué de développer une entreprise. Ça reste mon avis, on me l'a pas demandé, personne ne me le demandera, mais je vous le donne. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, alors, je vous passe un peu, mais la licence était aussi délivrée par les commissions départementales. Il y avait... Voilà, c'était assez particulier, c'était pas aussi, on va dire, strict qu'aujourd'hui, c'était pas aussi codifié qu'aujourd'hui. La licence était pour les agents de voyage qui font une activité directement liée à la vente ou à l'organisation de voyage. Ensuite, vous aviez l'agrément pour les associations de tourisme, l'autorisation pour les organismes locaux de tourisme et l'habilitation pour tout ce qui est gestionnaire d'hébergement classé, activités de loisirs, agents immobiliers, transporteurs routiers, voyageurs, etc. En fait, il y avait 4 catégories différentes. Aujourd'hui, tout le monde quasiment passe par l'immatriculation et il y a des choses qui ont changé, notamment pour les associations. Les associations ne peuvent proposer qu'à leurs adhérents des voyages et pas à tout le monde. C'est plus possible. Et là, c'est précisé, donc les organismes bénéficiant d'apports financiers publics devront rester dans le champ d'application prévu dans leur statut. Ainsi, les offices de tourisme et CDT auront leur zone géographique et les associations s'adresseront à leurs seuls membres. Avant, les associations pouvaient vendre à d'autres. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et aujourd'hui, une association, je prends par exemple la danse, ne peut pas vendre des voyages, si ce n'est que quelques-uns par an, et en gros, c'est 3 ou 4, en lien avec la danse et pour ses adhérents. Pas pour d'autres. Il précisait aussi que la fin de l'exclusivité donne aux agents de voyage l'opportunité de s'ouvrir à de nouvelles activités. Ça aussi, c'était quelque chose qui était demandé, puisque on parlait d'activités. Les activités, c'était une autre partie du voyage, et avec l'immatriculation, les agents de voyage ont pu faire plus de métiers que juste vendre ou organiser des voyages. C'est à ce moment-là aussi, c'est précisé ici que, en gros, Atout France a été désigné comme étant l'instance administrative qui allait gérer les immatriculations et répertorier les opérateurs. Et effectivement, ça a beaucoup secoué le monde du voyage, puisque c'était un très gros changement. Aujourd'hui, alors c'était il y a que 13 ans, mais moi je pense que 13 ans plus tard, il y a d'autres choses aussi à faire évoluer. Le code du tourisme, au hasard. Mais pas que pour le métier de travel planner, mais pour les agences aussi. Parce qu'honnêtement, ils ont un métier qui est extrêmement restrictif, qui est extrêmement responsabilisant, ce qui, à mon sens, aujourd'hui, n'est plus du tout lié au vrai marché, parce qu'en 13 ans, le marché du voyage, il a complètement changé. Accessoirement, on a eu une crise au milieu. Je pense qu'il y aurait besoin aussi de remettre un coup de neuf là-dedans. Ça reste mon avis, dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà un petit peu l'histoire de comment est arrivée l'immatriculation. Et vous voyez que c'est quand même hyper récent. Ça a que 13 ans, c'est pas très très vieux. On n'a pas encore beaucoup de recul. Mais en 13 ans, le marché a énormément changé. Notre dernier article, j'ai choisi un article sur le marketing. Écoutez, on fait des thématiques différentes aujourd'hui. Donc, le titre m'a paru hyper intéressant. Le bouche à oreille plus fort que le marketing pour le choix de la destination. Et je me suis dit, quoi on nous aurait menti ? Comment ? Paradoxalement à ça, j'ai trouvé des articles qui vous disent que TikTok, c'est la nouvelle révolution. Je pense que je vous ferai un contenu à part sur TikTok, parce que j'ai trouvé d'autres choses.
Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo dédiée à TikTok, le voyage, etc. J'ai envie de vous faire des dossiers un peu thématiques comme ça, sur des sujets. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. C'est bien parce qu'ils ont déjà surligné le texte, c'est parfait, je vais pouvoir faire la feignasse. Alors, seuls 7% des voyageurs seraient réellement influencés par les recommandations d'un influenceur lorsqu'il s'agit de choisir la destination de leurs prochaines vacances. Alors, il y a plein de choses qui sont expliquées que je trouve hyper intéressantes. Je pense que la stat ne doit pas être fausse, parce que une campagne d'influence, ça n'est pas forcément lié. En fait, quand vous vendez un produit physique, quand un influenceur le présente, c'est soit vous en avez besoin, soit vous n'en avez pas besoin. Le voyage, on n'est pas là-dessus. C'est pas soit j'ai besoin d'un peigne à cheveux, soit j'en ai pas besoin, soit j'ai besoin d'un pantalon, soit j'en ai pas besoin. C'est oui, j'aimerais bien voyager, ou non. Mais c'est pas instanté, j'ai besoin de ça dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un besoin essentiel. Je le mets entre parenthèses, pour beaucoup d'entre nous, c'est un besoin essentiel, mais non, au sens strict du terme, ce n'est pas un besoin essentiel. Les influenceurs ont un impact extrêmement minime, alors vraiment quand vous lisez ça, c'est quand même assez c'est ouf. Hein. L'influence diminue au fur et à mesure qu'elle tente de toucher les classes d'âge plus vieilles. 9% de la génération Z et 1% des 41-56 ans. Alors, ce qui est pas faux, regardez autour de vous, vos parents, vos oncles et tantes, peut-être grands-parents, je sais pas, selon l'âge que vous avez. Moi, personnellement, ma mère, un influenceur, je pense qu'elle en suit aucun, et c'est pas parce qu'il lui dira que ça c'est bien qu'elle va l'acheter. Pas du tout. C'est pas des générations qui ont connu, en fait... Enfin, à l'époque, oui. Je pense qu'à l'époque de nos parents, par exemple, je sais pas, quand Brigitte Bardot se faisait son chignon, bah oui, tout le monde faisait ça. Mais voilà, c'était pas le même type d'influence. Les influenceurs d'aujourd'hui, moi je sais très bien que ces générations-là, effectivement, ils les impactent pas beaucoup. Il précise que l'influence serait moins systématique, que ça marche moins bien, et en fait, en effet de vente, en fait, un impact sur les ventes, bah, c'est beaucoup moins tangible que d'autres campagnes qui sont des campagnes de pub directes. Ou simplement, et c'est le cas, le bouche à oreille. Ça marche moins bien de faire appel à un influenceur qui vous parle des Canaries, plutôt qu'avoir votre oncle ou votre cousin qui en rentre et qui vous dit « Les Canaries, c'était génial, je te montre les photos, faut que tu y ailles ». Ce qui en soi est pas illogique, parce que dans le voyage, il y a une notion aussi c'est de l'impalpable. Donc vous aurez plutôt tendance à faire confiance à quelqu'un qui rentre d'une destination et qui vous dit « C'était génial », et comme s'il vous dit que c'était nul, hein. Dans les deux cas, on va l'écouter, cette personne-là. Que quelqu'un sur les réseaux qui vous dit « Ouais, je suis là ». Très souvent, en plus, ils sont dans des hôtels ou dans des types de voyages qu'on... Je veux dire, moi, un influenceur qui me montre une business class, c'est cool, c'est beau, mais je sais que je peux pas me la payer. Alors que mon cousin qui rentre et qui me dit « Je suis allé à tel hôtel, c'était trop sympa, bord de mer, on a fait aussi, je sais pas, du quad, machin », je me projette beaucoup plus. C'est mon cousin, on a potentiellement peut-être le même niveau de vie, entre guillemets. Je lui fais confiance parce que c'est mon cousin, il va pas me donner de fausses indications, ou mon meilleur ami, ou n'importe qui. Donc, dans le voyage, l'influence serait peut-être moins impactante, et même, il parle après des campagnes d'emailing. Alors, ce qui est précisé aussi que je trouve intéressant, c'est que ça sert à entretenir l'image. Ce qui est pas faux, hein. Ce qui est important pour une marque aussi, c'est effectivement entretenir son image de marque. Donc pourquoi pas faire de l'influence pour entretenir son image de marque? Moi, je trouve pas ça bête. Après, le problème d'aujourd'hui de l'influence, c'est que les gens se disent « Je fais une campagne, je veux des résultats ». Ils n'ont pas encore compris que parfois, il y a des choses aussi à installer. Et parfois, elles sont très mal ciblées. J'ai vu récemment une campagne d'un grand opérateur du voyage qui, je pense, est très mal ciblé en termes d'audience. 5 leviers qui ont été le plus motivants, donc c'est bon, partir. Donc ça, c'est soi-même. Hein. Et après, c'est effectivement, il y a en gros une cinquantaine de pourcents, ça fait 58 hein, quand même, 48 pardon, j'ai bêtise, 48. C'est l'invitation d'amis, donc invitation peut-être à une maison de vacances, etc., une cousinade, avoir des amis ou des parents à proximité, le repeater de la destination, alors ça c'est les gens qui par exemple vont tous les ans au même endroit en vacances, parce qu'ils ont une maison de vacances ou pas, hein, parce qu'ils y vont tous les ans, et le climat de la destination. C'est les 5 leviers. Et les moins influents, la télé, 7% la télé, la destination animaux-friendly, alors je sais pas pourquoi il y a ça dedans, mais pourquoi pas, recommandé par un influenceur, c'est au même niveau que la télé. Hein. Voilà. L'email promotionnel, c'est 6%. Et la sponsorisation sur les réseaux sociaux. Alors, l'email promotionnel, moi, ça ne m'étonne pas du tout. Moi, j'écris des newsletters, je pense que les acteurs du voyage, ils n'ont encore pas compris que placarder juste des destinations dans des emails, ça marche pas. Breaking news, nous, on le sait. Enfin, je sais pas vous, mais moi, quand je reçois des emails, je suis abonné à certaines newsletters de grands acteurs du voyage pour rester informé, pour voir ce qu'ils font. Ça me donne pas envie de cliquer, c'est des bannières toutes faites, ils collent des trucs dans des templates, il n'y a aucune personnalisation, forcément que ça marche pas, forcément que ça convertit pas. Alors que le marketing par email, ça marche très bien dans plein de domaines. D'ailleurs, ça me fait penser, une aparté, pourquoi ça marche bien. Moi, je suis notamment sur l'appli, je sais pas si vous connaissez l'appli Choose, C-H-O-O-S-E, qui répertorie des ventes privées, etc., mais plutôt de marques soit peu connues, soit de marques plus confidentielles, plus éthiques, etc. Enfin bref, il y a plein de types de marques différents. Et eux, ce que font plusieurs marques maintenant, c'est que quand vous faites un panier et que vous ne le validez pas, au bout d'1 heure ou 1h30, ils vous envoient un mail. Et ben mine de rien,
Ça paraît bête, mais ce type d'email, ça marche très bien. Parce que soit vous vous dites « Ah oui, c'est vrai, j'ai pas validé », soit vous êtes comme moi, faible face à la sirène du marketing, et vous retournez sur l'appli. Je vais pas forcément acheter, mais j'y retourne. Et en fait, leur but, c'est ça, c'est qu'on revienne. Très bien pensé. Est-ce que vous pensiez que l'influence, par exemple, c'était beaucoup plus important que ça ou pas? Moi, personnellement, oui. Enfin, c'est ce qu'on nous dit, donc en fait, bêtement, j'y ai cru, hein, mais bon, faut croire que non. Après, voilà, hein, c'est toujours pareil. Les études, c'est fait sur un échantillon de personnes, voilà, c'est pas... On en dit ce qu'on veut aussi, mais bon, faut raison garder, mais quand même, ça a quand même, moi, je trouve que ça montre aussi que on est en train aussi de changer d'air avec les influenceurs, je pense. Ensuite, il parle du marketing de l'offre. Ces indications ne valent donc pas que pour les communications générales des destinations, ne s'appliquent pas forcément aux actions marketing des entreprises touristiques elles-mêmes, et pour lesquelles les emails et les liens sponsorisés restent une arme redoutablement efficace quand elles sont employées de la bonne manière. Et c'est ce qui est précisé, les entreprises touristiques doivent communiquer auprès des clients à des moments précis avec des messages plus personnalisés. C'est exactement ce que je vous disais avant. Et en fait, même vous, c'est ce qu'il faut que vous fassiez. On peut pas communiquer à quelqu'un, je vais reprendre cette métaphore de la maison qui fait souvent sourire, vous pouvez pas emménager dans un quartier, aller voir votre voisin sans le connaître, lui dire « Bah écoutez, j'ai un piano à porter, vous voulez bien m'aider ?» C'est comme si c'est la même intrusion quand vous envoyez des emails à des gens qui vous connaissent pas. Pareil, les gens ils vont être là, waouh, non merci, j'ai pas envie de porter ton piano, non merci, j'ai pas envie de lire ton mail, j'ai pas envie d'acheter. C'est aussi ça le problème, c'est qu'en fait, quand vous êtes des grosses machines comme des gros opérateurs comme ça, c'est très dur de faire de la personnalisation, ça coûte très cher la data sur les clients et sur même juste les prospects. Et très bien calibrer ces emails, c'est compliqué. Et c'est plus simple d'envoyer un email massif à, je sais pas moi, 100 000 adresses email que de le segmenter. Mais vous, en tant que petite entreprise, ça vous pouvez le faire. Et ça fait la différence. Ça aussi c'est intéressant, je voulais qu'on revienne dessus. L'urgence ne réussirait pas à elle seule à faire passer les acheteurs à l'action. Selon Persadon, c'est celui qui a commandé l'étude, en ajoutant une pointe d'exclusivité ou le fait de donner au client l'impression d'avoir un accès spécial ou d'obtenir une opportunité exclusive, agit comme une motivation de marketing extrêmement efficace. Alors, moi il y a une notion qui me dérange, c'est donner au client l'impression. C'est que c'est pas vrai. Bon, ça, moi, je trouve que c'est du marketing merdique, mais bon, voilà. Effectivement, les gens, le fait juste de leur dire « Attention, attention, la promo, c'est demain », ça suffit plus. Ça n'a jamais suffi, en vrai. À une époque, ça marchait bien. Aujourd'hui, les gens, ils sont rompus à ça, ils se disent « Ouais, c'est bon, alors demain, j'aurai une autre promo, puis après, j'aurai les soldes, après, il y aura une vente privée, après, machin. » Au bout d'un moment, les gens sont pas dupes, on est extrêmement sollicités par le marketing, donc effectivement, ça m'étonne pas que ça ne marche plus aussi bien. Par contre, donner quelque chose d'exclusif, si par exemple vous utilisez la stratégie de l'urgence, donner un complément, un e-book exclusif, une info exclusive, une ressource exclusive, peu importe, que vous ne proposez qu'à un certain type de client, là oui, ça fonctionne. Mais ne faites pas le truc de donner l'impression qu'il y a une promo et en fait il n'y en a pas. Montez pas les prix il y a plein de marketeurs qui font ça. Moi, vraiment, ça me débecte. Je comprends pas qu'on fasse encore ça, mais bon, écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Moi, pour vous donner un exemple, quand je fais un code promo sur mes formations, j'augmente pas le prix. De toute façon, c'est transparent, les prix, vous les voyez. J'augmente pas le prix de ma formation pour rentrer dans les clous. Si je fais une promo, je la fais en conscience. Ça me fait plaisir, je la fais. Si j'ai pas envie, j'en fais pas. Mais quand j'en fais une, c'est une vraie. C'est plus effectivement le côté avoir un avantage, donner quelque chose en plus qui peut décider les clients plutôt que juste leur dire vite, 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 prends ta CB sinon c'est la mort. Mais moi je trouve qu'en termes de marketing, savoir que les influenceurs, parce qu'à un moment c'était la ruée vers l'or des influenceurs, je trouve ça intéressant de se dire que si vous n'avez pas les moyens de faire appel à un influenceur, c'est pas grave. Alors surtout dans vos cas où vous avez certainement des petites entreprises, si vous voulez faire appel à un influenceur, faites des super campagnes hyper ciblées. Allez prendre peut-être quelqu'un qui est plus en local, qui a une plus petite communauté. Allez pas taper dans des gens qui ont 100 000, 1 million d'abonnés, ça sert à rien, c'est pas pertinent. Et surtout, essayez d'aller aussi cibler des gens qui sont pas forcément dans le voyage, qui ont des communautés différentes. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ces 4 articles? Pour vous donner une idée sur les vols annulés, je trouve ça très cool. Tant mieux, j'ai un doute sur comment ça va être mis en place, est-ce que ça va être respecté, mais on verra. Pas à nous à vérifier. Recruter des gens sans expérience. Grand merci qu'enfin on se pose la question de est-ce que seulement un BTS ça suffit et est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont des super compétences dans d'autres domaines et auquel cas ce serait peut-être intéressant de se pencher sur ces candidatures-là aussi. Même si je pense effectivement que intégrer le monde du voyage sans aucune connaissance sur le voyage, je vous le dis honnêtement, je pense que c'est impossible, vous allez mettre les pieds dans un monde que vous ne connaissez pas, ça reste très compliqué. Mais si c'est couplé à une formation spécifique par la personne qui recrute, pourquoi pas? Ou la reconnaissance de formations qui ne sont pas des diplômes d'État, on est content, si ça se fait c'est cool. La loi Novelli, rien à dire, de toute façon la loi est passée, ça fait 13 ans. Mais, enfin si je devais dire quelque chose, je pense que le voyage a encore besoin de s'adapter. Le tourisme est un domaine qui évolue comme le digital, comme le marketing. Je pense que ça a besoin d'évoluer, et surtout pour faire aussi grandir certains métiers pour plus de reconnaissance.
Et surtout pour comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a pas qu'un modèle qui existe, il n'y a pas que l'agence de voyage, et ça ne répond pas aux besoins de tous les clients. Donc il y a un besoin d'évolution, et surtout je pense qu'il y a un besoin de réfléchir ensemble et de coopérer à ça, et pas de se tirer dessus. Welcome si vous êtes agent de voyage et que vous voulez discuter. Hein, voilà, on n'est pas fermé à la discussion, moi j'ai été agent de voyage, je sais très bien ce que c'est, je connais très bien les difficultés du métier, c'est pas plus simple d'être travel planner, pas du tout, c'est pas des gens qui viennent vous manger dans la main, donc... Si on peut discuter, c'est cool. Moi, je pense qu'on aurait à y gagner de discuter tous ensemble et à réfléchir que ça s'améliore et que ça évolue pour tout le monde. Et pour la partie bouche à oreille, écoutez, je suis plutôt étonnée puisque moi, à mon sens, les influenceurs ont quand même de l'impact. Alors effectivement, plus visiblement sur l'image long terme d'une destination. Après, il y a aussi ce côté où je suis assez d'accord dans le sens où c'est la réponse de la Suisse, là. Hein. Oui et non. Mais je suis assez d'accord sur le fait que parfois, certaines campagnes sont très mal ciblées, avec des gens où, en fait, leurs audiences ne vont pas avec l'opérateur du voyage en question. Et surtout, moi ça me dérange, mais bon, je pense que malheureusement, c'est un peu le jeu. Il y a trop souvent que des bonnes expériences. Alors, je dis pas que il y a forcément des choses qui se passent pas bien, mais honnêtement, en voyage, dites-moi votre avis, mais moi, quand je vois des voyages d'influenceurs, tout est génial. Tout est génial, tout est beau, tout se passe bien. On le sait tous, même s'il n'y a pas de catastrophe, il y a toujours soit un petit couac, soit un truc moins précis, moins clair, une activité un peu moins plaisante. C'est jamais parfait de bout en bout. Mais c'est normal, je veux dire, on est des humains face à d'autres humains, des conditions externes, voilà. Mais je trouve que c'est trop lisse dans le voyage, et c'est un problème. Ça, c'est un autre sujet, mais je vous demande votre avis. Est-ce que vous ne trouvez pas que dans le voyage, on ne peut pas se permettre de critiquer ? Parce qu'entre guillemets, on a la chance de voyager, parce qu'on va à l'étranger et que ça se fait pas et c'est pas très bien vu quand on dit qu'on n'a pas aimé tel ou tel pays, telle ou telle destination, ou juste que ça nous a pas plus que ça. C'est pas que c'est nul, c'est que chacun a son propre ressenti. Est-ce que vous trouvez pas que dans le voyage, il y a un peu trop ce truc de faut pas cracher dans la soupe? Je sais pas, je vous pose la question, dites-moi en commentaire. Hein. Voilà, comme d'habitude, manifestez-vous, c'est là pour ça. J'espère que ça vous aura plu. Cette vidéo, ce nouveau JT, je sais que vous aimez ce format, moi j'aime beaucoup le faire aussi, ça prend du temps, donc c'est pour ça que là pendant 2 mois je l'ai pas fait, mais écoutez, on revient sur YouTube, on revient en force, on va faire d'autres formats de vidéos, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas, c'est le moment promo, mais la chaîne évolue, donc c'est cool, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo si vous voulez. Si vous avez des questions sur le métier de travel planner, vous avez mon contact dans la description, mon Instagram, le site, etc. N'hésitez pas à venir me faire un coucou, et surtout si vous vous abonnez ou si vous regardez la vidéo, partagez-la sur Insta, je vous retaggerai, ça me fait toujours plaisir quand je vous vois regarder les vlogs ou les vidéos, je trouve ça trop cool, donc n'hésitez pas à partager la vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain JT ou pour une nouvelle vidéo. Hey, stick my dick in the motherfucking system. Piss a man off, wanna send me to prison. Two-face fan fucked off, never miss them. Yeah. Please go the motherfucking distance. Nickname could be pairs, I'ma levitate. If I get the chance, you know I'ma demonstrate. Dick so